tout le monde, salut Catherine. Salut à toutes et à tous. Salut Pablo. Petit débrief hebdomadaire comme toutes les semaines. On tombe bien pour un hebdomadaire. Oui, exactement. Petit pléonasme, petite redite. On voulait vous parler de deux sujets. Revenir sur ce qui se passe au PS avec... alors il y a eu le meeting de Bram qui est organisé sur les terres de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, socialiste, qui a été un grand raout où elle a ramené tout plein de monde, de Benoît Hamon, Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire qui sont plus au PS, ni l'un ni l'autre, mais aussi voilà, toute une partie du PS. Et hier, jeudi soir, à Saint-Ouen, dans un stade de foot, c'était Karim Bouamran, donc le maire de Saint-Ouen, socialiste, qui avait, lui, réuni, pareil, toute une partie du PS, et aussi au-delà du PS. Il y avait... je sais pas, il y avait François Hollande, Raphaël Glucksmann, Philippe Brun, Laurent Geoffrin, etc. Il y avait aussi d'ailleurs Clément Beaune dans les tribunes. Il a posté une photo sur Twitter. Mais il n'a pas pris la parole. Il était dans les tribunes. C'est le stade du Red Star ? Tout à fait, exactement. Ce qui était... Franchement, après j'arrête là-dessus, mais c'était assez intéressant de voir un meeting dans un stade de foot, où il y avait de la pelouse. Ils n'avaient pas enlevé la pelouse, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est assez rare. Ils le font. J'ai déjà vu ça aux États-Unis, c'est-à-dire le faire dans des stades, qui sont faits pour le sport. Là, c'est assez rare en France. Nous, on a plutôt tendance à le faire dans des salles, quoi. Genre, je sais pas ce que ça veut dire. Si tu veux, on a je suis très vieille, moi. Très vieille. Ah, donc tu sais ce que c'est les stades. Ouais, j'ai déjà assisté à des meetings. Vous imaginez au truc du Paris Saint-Germain, là, comment ça s'appelle ? Au Parc des Princes. J'ai vu marcher au Parc des Princes. Yes, my dear. Pas mal. Donc, on va vous parler de ça. Mais d'abord, on voulait revenir sur quand même la rentrée du gouvernement avec le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier devant les parlementaires. Derrière, l'audition de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, devant les députés de la Commission des lois. Tout ça, voilà, a généré beaucoup de commentaires. Peut-être d'abord que tu nous dises, toi, comment tu as lu cette séquence. Une séquence qui a quand même été... Voilà, la façon dont je la qualifierais en une phrase, c'est un peu chaotique, un peu pas très discipliné du point de vue du gouvernement, parce que tu as Bruno Retailleau qui a fait des interviews le week-end dernier disant que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré, disant que l'immigration n'était pas une chance, etc. etc. Michel Barnier, le Premier ministre, qui a un peu remis les pendules à l'heure lors de son discours de politique générale, en disant si l'état de droit quand même, genre c'est la base de tout, on va pas faire mettre ça de côté. Et puis le lendemain, Bruno Retailleau, le même, à l'Assemblée nationale, qui dit non mais j'ai jamais voulu remettre en cause l'état de droit, mais quand même, je voudrais faire bouger, je cite, le curseur de l'état de droit, comme ça a été fait lors du terrorisme et du Covid. Bon, donc il a quand même l'intention de s'attaquer de front à cette doctrine de philosophie politique qui pourtant apparaît à beaucoup et nous apparaît à nous comme cardinale et fondatrice de ce que c'est à la fois que notre République, mais aussi de la démocratie tout court. Donc voilà, moi je vois un peu d'indiscipline en gros dans ce gouvernement, mais je dirais plus avant ce que j'en pense. Peut-être toi un mot sur cette séquence. Oui, puis si tu rajoutes à ça, ça t'a raconté un peu les tiraillements côté Retailleau, et puis alors il y a les tiraillements du côté République En Marche, ou je sais pas comment il s'appelle. Ouais, ensemble maintenant. Non, mais il s'appelle ERP ou je sais pas quoi là. Oui, Ensemble pour la République, voilà, EPR. EPR, c'est rigolo. On a vu Darmanin monter au filet pour dire qu'il ne fallait pas voter un budget qui augmente les impôts, tandis que Gabriel Attal se faisait reprendre avec humour et quand même, je pense qu'il n'a pas dû adorer la manière dont Michel Barnier l'a remis dans ses cordes sur l'état des finances publiques dont il hérite en tant que Premier ministre.
Donc oui, tu as raison de dire que c'est tiraillé et bizarrement, ça a été presque ça qui a été le plus marquant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les tiraillements à l'intérieur de ce bloc, bloc je sais pas quoi, autour de Michel Barnier, parce qu'il est majoritaire de rien du tout. Mais en tout cas, le groupe qui a les rênes du pouvoir, ils sont quand même assez en train d'essayer de jouer le rapport de force. Ils continuent ce rapport de force pour savoir qui va donner le là et où va se situer le centre de gravité politique de ce gouvernement dont quand même personne ne donne cher, en tout cas en termes de longévité. Moi, ce que je sais pas, j'ai ressenti ce que beaucoup ont ressenti, c'est-à-dire que Michel Barnier a été plutôt calme et répondant certainement aux attentes de l'opinion publique d'avoir un Premier ministre qui a l'air d'être posé, parce que quand même tout le monde, ça commence à devenir anxiogène, quoi, cette situation où tu sais pas si tu vas avoir un budget, comment ça va être dirigé, etc. Donc je crois qu'il a joué cette carte du bonhomme qui en a vu d'autres et qui va assumer avec courtoisie la responsabilité de l'État. Ceci étant, il n'a rien dit de très intéressant, quoi. Hein. C'est-à-dire, on vous a bien vu qu'il a voulu donner un petit peu à manger à tout le monde et que, ce faisant, il n'a pas dessiné de choses très très nettes. Il a raconté qu'il allait s'occuper des finances et de l'écologie et il a raconté des choses assez contradictoires sur l'écologie et très peu sur les finances parce que, bon, maintenant on commence à voir un peu plus clair sur les impôts nouveaux. Bon, 20 milliards, c'est quand même pas négligeable, hein, je pense, hein, d'impôts qui vont être levés. Les 40 milliards qui vont être ponctionnés sur les dépenses publiques, ça, on sait absolument rien encore de leur répartition. On connaît le volume, mais pas leur répartition. Mais surtout... Ils veulent supprimer les comités Théodule. Oui, bah, tu parles. Les comités Théodule, avant que ça leur fasse des milliards, il va falloir qu'ils s'y mettent. Hein. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était très très faible politiquement, mais à l'aune de sa faiblesse politique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu avais noté, c'est que, moi j'avais pas fait gaffe à ça, mais les seuls députés qui se lèvent pour l'applaudir à la fin de son discours, c'est les 47 députés républicains. Tout le reste de l'Assemblée reste assis, quoi. Donc c'est quand même assez remarquable en termes de faiblesse institutionnelle. Il a peu de poids et donc il n'a aucunement les moyens de conduire une politique, quoi qu'on en pense d'une certaine manière. Tu vois, ça va pas être terrible ce qu'il va faire. Il voit pas pourquoi il ferait une politique géniale, mais de toute façon, il n'a pas d'appui, il n'a pas de poids politique pour faire quoi que ce soit. Ce qui veut pas dire que ça sera neutre politiquement, parce qu'évidemment, ce que tu as rappelé sur Retailleau, notamment dans son passage devant la commission des lois, etc., et l'appui très appuyé, enfin les soutiens très appuyés du RN, ça arrange bien le RN qui trouve confirmation, légitimation de toutes ces idées. Donc ça fait les affaires du RN, mais je ne vois pas qu'il y ait une nouvelle loi immigration, ça me paraît très peu probable. Et je ne vois pas comment à l'Assemblée ça passe, enfin un truc comme ça. Enfin, ça me paraît difficile de remettre sur le tablier cette question-là. Et la question les lignes rouges qu'a énoncé Le Pen, hein, en disant une loi immigration, la proportionnelle. Et puis c'est quoi le premier truc? Je me souviens plus ce que c'était le premier truc. Respecter ses électeurs, ça doit être encore un truc comme ça. Ah oui, si, je sais ce qu'elle a dit. Des mesures sociales, notamment, en fait, elle, ce qu'elle dit, ce qui est quand même assez audacieux, c'est les 20 milliards d'impôts. Il ne faut pas que ça aille pour combler le déficit, mais il faut que ça retourne en pouvoir d'achat. Et alors, j'ai noté un truc, c'est qu'elle ne dit pas pouvoir d'achat, elle dit reste à vivre. Ce que je trouve vachement malin, parce qu'en fait, c'est ça la vérité. Tu sais, il y a tout ce débat technocratique où les mecs te montrent que l'INSEE prouve que les Français n'ont pas perdu en termes de pouvoir d'achat. Et en fait, les gens, ils vivent plus mal parce qu'en fait, leur reste à vivre, lui, a baissé. Quand tu prends toutes les dépenses contraintes... Elles ont augmenté. Elles ont augmenté. Oui, moi juste un mot de politique politicienne sur ce qui se passe au niveau du gouvernement et voilà, les tiraillements de cette non-majorité.
T'as produit un article qui était d'ailleurs dans la newsletter quotidienne et gratuite à laquelle vous devez vous abonner si ce n'est déjà fait, qu'on a titré Michel Barnier contre ses abattis. Et en vérité, le problème c'est que ces abattis, c'est-à-dire ces troupes, sont très faibles, mais même il n'est assis sur aucune dynamique. Normalement, lorsqu'un gouvernement rentre au pouvoir, enfin arrive et s'installe, il est assis sur une dynamique qui est souvent portée par des élections législatives, plus ou moins gagnants, enfin plus ou moins, il a une majorité plus ou moins importante, etc. Mais quand même, il peut dire à ses troupes, en fait, on est là, on a un gouvernement parce que les Français, en fait, ont validé notre projet pour la France. Là, il peut pas compter là-dessus. Donc, il ne peut rien dire véritablement, et à l'intérieur, comme tu l'as dit, mais je le souligne parce que je pense que ça va être très important dans les jours à venir, chacun va essayer de faire gagner son idéal politique, quoi, enfin sa façon de penser. Retailleau, il va tirer vers l'extrême droite, et il n'y a aucune raison qui s'arrête. En fait, peu importe ce que va lui dire Michel Barnier va lui dire non, mais tais-toi, ne dis rien, etc. Mais lui, il a aucune raison de le faire. Il peut pas être viré parce que quand même, il représente les LR au Sénat. Je rappelle qu'il était président du groupe LR au Sénat et il pèse de façon très importante sur cette chambre qui, je le rappelle aussi, a donné 8 ministres à l'actuel gouvernement, ce qui est très important. C'est une des premières fois qu'il y a autant de sénateurs dans un gouvernement. Et d'un autre côté, alors moi c'est pour ça que j'ai été un peu étonné que Antoine Armand, le ministre de l'économie, ait reculé aussi vite lorsqu'il a dit je ne recevrai pas le Rassemblement National et que Michel Barnier lui a dit tu vas le recevoir. Il a produit un communiqué de presse indiquant qu'il allait recevoir toutes les forces politiques, donc comprises celle du Rassemblement National. J'ai été un peu étonné parce que pour le coup, il a lui aussi une carte à jouer en matière de poids politique et de dire bon non, en fait, je le recevrai pas. Et alors, tu vas faire quoi, Michel Barnier? Il va pas le virer, tu vois. Il va pas se couper. Le problème, c'est pas les relations entre Michel Barnier et même le groupe ensemble. Le problème, c'était Marine Le Pen qui était qui est derrière et qui peut, si on lui chauffe trop les oreilles, accélérer le processus de censure. Oui. Et alors, de toutes les façons, ce gouvernement sera censuré. Tout le monde en est intimement persuadé. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Donc, autant tenir sur ces... Parce qu'il y a le risque de censure de ce côté-là, mais maintenant que Gérald Darmanin et Gabriel Attal commencent à être... Gérald Darmanin se découvre antiraciste dans une interview sur France Inter, tout d'un coup, il comprend le problème, et il voit ce que ça veut dire de s'appeler Moussa, et il comprend le problème des jeunes arabes dans les quartiers populaires, et là, d'accord. Gabriel Attal, il a quand même indiqué... Non, Gérald Darmanin, il a quand même indiqué cette semaine qu'en l'état, il ne voterait pas le budget. Oui. Non, mais ce qui est quand même... Si Michel Barnier n'arrive pas à faire voter le budget, on peut dire au revoir à ce gouvernement. Enfin, je veux dire, ça signerait son échec patent et on passe à autre chose. Donc, c'est pour ça que je reviens à Antoine Armand. Je ne comprends pas pourquoi il a reculé. Et d'ailleurs, pourquoi dans l'équipe gouvernementale, la bande qui vient de chez Emmanuel Macron, qui vient de chez les macronistes, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plus entendre leur voix? Parce que pour l'instant, ceux qui parlent, ceux qui se mettent en opposition à ce que raconte Michel Barnier sont en dehors du gouvernement. Ils sont à l'Assemblée nationale, c'est Gabriel Attal et Gérald Darmanin, mais c'est pas les ministres macronistes qui pourraient eux aussi faire entendre leur voix. Je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement Bruno Retailleau. Agnès Pannier-Runacher qui l'a un peu fait. Oui. Très, très, très vaguement. Pas du tout. Mais moi, j'ai l'oreille fine. Oui, tu as l'oreille très fine de ce que raconte Pannier-Runacher. Mais pas du tout avec la même force et la même vigueur que Bruno Retailleau ou que Gabriel Attal dans un autre genre. C'est-à-dire qu'il y a un jeu là qui est en train de se jouer assez pestilentiel, parce que je ne vois pas ce qui pourrait en ressortir de positif, mais qui est en train de se jouer pour savoir où est-ce que ça va retomber, en fait. Moi, ce que je voulais rajouter sur ce qui est en train de se passer, c'est que
la faiblesse politique de Michel Barnier, le fait qu'il n'ait pas, ce que tu as dit, de soutien populaire, d'élan, même quand bien même l'opinion publique qui est gentille ne lui veut pas de mal. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi un grand monsieur avec les cheveux blancs lui voudrait du mal. Donc, on lui veut pas de mal. Il a l'air poli et courtois, donc oui, il y a bonne opinion. Mais ceci étant, il n'a pas du tout la capacité de tracer un chemin, de dire pourquoi on fait les choses et comment on va. D'accord, on va rétablir les comptes publics. Les Français, ils voient bien qu'il y a un problème, on ne peut pas s'en désintéresser, mais enfin, ça ne suffira pas à faire avaler toutes les couleuvres qu'il va falloir avaler. Et je pense que là, on va rentrer dans le dur de sa faiblesse politique. C'est-à-dire que cette histoire du budget, bon, en plus, à part ça, il n'y aura rien d'autre, à mon avis, à mettre à son actif. Mais cette histoire du budget, ça va être compliqué parce que, il va peu réussir à le faire voter, mais ça ne peut pas apporter un soutien politique. Ça ne peut pas soulever des masses. D'autant que on va quand même se retrouver avec 40 milliards en moins et qui vont être grappillés un peu partout. C'est-à-dire que ça va faire mal un petit peu à tout le monde, mais ça ne va rien produire de positif nulle part. C'est-à-dire que, bon, on sait maintenant que les collectivités locales vont se faire taper sur les doigts, qu'on sait que tous les services publics, en dehors de 2 ou 3 qui risquent d'être un peu préservés, vont passer à la caisse. Donc, les Français, là, pour l'instant, ils attendent de voir, mais enfin, ça ne va pas durer autant que les impôts, à mon avis, cette affaire. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de soutien politique, il n'y a pas donc de cap politique, il n'y a pas eu de débat politique, il n'a aucune légitimité politique, donc son affaire, elle est cuite, pas simplement parce que les députés vont le censurer, aussi parce que l'opinion publique ne peut pas le soutenir, ne peut pas suivre cette histoire, quoi. Autre point, puisque tu parles de l'opinion publique et des Français et des Françaises en général, hier, jeudi soir, Michel Barnier était dans l'émission politique de France 2, L'événement, face à Manuel Bompard, Aurore Berger, j'ai pas regardé, Ciotti, etc. Peu importe, moi j'ai regardé, mais c'était pas très intéressant, on n'a rien appris d'extraordinaire. Mais ce qui est un tout petit peu intéressant, c'est l'audience, qui était vraiment pas bonne du tout. Ils étaient en dessous des 2 millions à une heure de prime time, en dessous de 10 points de part de marché, de part d'audience. J'ai regardé la mini-série sur Arte sur Kasparov face à l'ordinateur d'IBM. Je trouve ça vachement bien. C'était peut-être mieux. Mieux que Barnier. Mieux. Mais ce que ça dit aussi, et c'est quelque chose que on ressent, enfin en tout cas moi dans mon entourage, je le ressens énormément, c'est-à-dire que un entourage qui est principalement composé de gens de gauche et qui se sont mobilisés en juillet dernier pour essayer de faire barrage au Rassemblement national, enfin pour faire barrage au Rassemblement national d'ailleurs, c'est un peu de... Là, les gens en ont un peu marre, en fait, de suivre ce qui se dit, ce qui se fait. Et je suis étonné quand je relate ce que raconte, par exemple, notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est quand même hautement choquant. La plupart des gens que je rencontre et qui sont pourtant politisés disent « oui, et alors ?» Enfin, genre, d'accord. Ok, c'est un pas de plus que le gouvernement précédent en matière d'horreur, et d'absence de principe, mais on s'en fout. Enfin, franchement, c'est pas que les gens sont passés à autre chose, c'est que les gens sont dépités, en fait. Et notamment, les gens de gauche, je vois bien qu'il y a de moins en moins d'indignation, non pas du côté des politiques professionnels, vis-à-vis de ce que de ce que peuvent raconter les membres du gouvernement, mais vis-à-vis, en fait, du peuple de gauche qui est là, genre, oui, alors déjà, on s'est fait voler l'élection au mois de juillet, alors qu'on s'est battu comme des beaux diables, mais en plus, s'indigner, à quoi ça sert? Enfin, c'est-à-dire que moi j'imagine, il y a 10 ans, un ministre aurait dit l'état de droit n'est ni sacré ni intangible, je pense que ça aurait pu mettre des gens dans la rue. Là, évidemment, t'as les députés qui ont gueulé de gauche en disant c'est pas possible, t'as quelques experts qui sont intervenus, qui sont fendus de tribunes fort intéressantes, mais c'est tout. Et il y a plus de volonté de dire non mais maintenant stop, en fait on arrête. Et je pense que ça a il y a une double raison à ça. La première, c'est
un peu de désespoir et de dire, de toute façon, on sait très bien en fait ce qu'ils veulent faire. Et puis, de toute façon, il y a même certaines voix importantes de gauche qui nous ont déjà installé l'idée que l'on serait dans un fascisme. Donc, le fait que Bruno Retailleau vienne valider en fait ce que certains racontent depuis des années ne peut pas susciter un choc ou une indignation. Et la deuxième, c'est que si tout le monde est persuadé que ce gouvernement ayant une durée de vie très très limitée, Bruno Retailleau, il a qu'à parler, de toute façon on s'en fout, dans quelques semaines c'est fini. Et donc du coup, il y a du mal à dire non, mais maintenant on descend dans la rue et on va s'opposer en fait à ce qu'ils racontent au jour le jour. Et ils auront beau raconter des trucs, même horribles, les gens se diront oui, d'accord, parlez, dans 2 semaines c'est fini. Donc voilà, la corrélation à mon avis de ces deux raisons fait que derrière, il n'y a pas le mouvement qu'il pourrait y avoir par rapport à des propos ou des propositions qui sont éminemment choquantes. J'ai eu encore cette semaine la confirmation de ça. On en a déjà parlé 2 ou 3 fois dans le débrief, de ce que nous ressentons, ce que nous entendons autour de nous, de gens qui s'écartent en fait, pas de la politique, mais de tout ce monde institutionnel, des élections, des partis, du Premier ministre, de tout ça, et qui nous annonce qu'on ne les y reprendra pas, qu'ils n'iront pas voter la prochaine fois, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, je pense, alors tu as raison, certainement à gauche, je mesure mal ce qui se passe du côté de l'extrême droite, parce que je pense qu'il y a une partie des électeurs d'extrême droite aussi qui doivent être un peu désabusés, en se disant ça n'arrivera jamais, quand est-ce que ça va venir. En tout cas, à gauche, c'est tout à fait évident qu'il y a une partie de nos amis, enfin au sens large, qui sont en train de vraiment être abattus et désintéressés. Et ce matin ou hier matin sur France Inter, il y avait Pierre Rosanvallon, donc l'historien, professeur du Collège de France et un spécialiste de la démocratie qui était interviewé. On l'a signalé dans la newsletter quotidienne et gratuite. Abonnez-vous, vous aurez comme ça toutes les bonnes infos. Rosanvallon parlait de cette question-là, de cette question finalement des institutions qui ne sont pas instituées, qui font tenir les sociétés, et en fait il montrait assez bien, c'est pas du tout qu'il néglige les institutions officielles, mais il montrait l'enjeu des autres institutions, qui sont, je sais plus quelle était son expression, mais en fait il parlait de la confiance, de l'autorité, et la troisième vertu, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était un peu dans le même registre, c'est-à-dire des valeurs, des pratiques sur lesquelles se crée le lien entre les gens et leur accord sur les projets qui peuvent se conduire. Et je me disais que c'était sa façon à lui de raconter ce que nous ressentons beaucoup, c'est-à-dire cet appauvrissement de la politique autour des partis qui deviennent des têtes d'épingle très très petites, avec très peu de militants, donc très peu de relais en fait, ce qui ne veut pas dire que la gauche est très petite, ça je crois que c'est un peu différent, mais c'est vrai que les syndicats sont aussi, même s'ils ont repris un peu de vigueur au moment de la réforme des retraites, ils ont quand même beaucoup de mal à se relancer, à se retrouver leur manière d'être dans le monde du travail d'aujourd'hui notamment. Donc il y a cette question une fois de plus, on vient de s'en prendre, on vient d'échouer, et ça ne fait pas renoncer aux idées, ça ne fait pas renoncer aux convictions, on ne se met pas à être des égoïstes, on ne se met pas à passer à droite, je ne sais pas quoi, mais il n'y a plus du tout de relation entre ce que sont nos valeurs, nos vies, et ce qui se joue à l'échelon institutionnel.
Enfin, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est en train de miner assez profondément la démocratie et qui nous fragilise grandement. C'est-à-dire la gauche politique, institutionnelle, est très très fragile de ne pas réussir à refaire ce lien entre ceux qui partagent les valeurs fondamentales de la gauche, l'égalité, le combat pour les libertés publiques, individuelles et collectives, etc. Et qu'on n'arrive que c'est pas incarné dans les partis et voilà. Et donc voilà, c'est ça que je ressens, comme s'il y avait une accélération du phénomène, quoi, tu vois. Et tu as cité Pierre Rosanvallon sur France Culture. Moi, j'aimerais citer sur France Inter. J'aimerais citer Jean Lémarie, qui fait un billet politique tous les jours sur France Culture, lui, qui disait un truc assez intéressant et qui va dans le sens de ce que tu dis. C'est que ce dont, par exemple, à gauche, ce qu'on entend le plus au niveau politique en ce moment, c'est la question de la destitution, de la censure, etc. Et il disait, ce que disait Jean Lémarie, c'est dommage, enfin, c'est dommage. Il constatait ça et puis il disait, bon bah, le travail des parlementaires, et notamment par exemple des parlementaires insoumis, est toujours en fait en marche, ils sont toujours en train de travailler, ils produisent des propositions de loi, ils produisent des idées en dehors de cette destitution et de cette censure. Alors il en a listé quelques-unes qui sont produites, notamment celle de ne pas... Sur le viol, il y avait une sur exactement, le consentement sur le viol. Enfin, je veux dire, il y a encore de la production, mais évidemment, ça n'arrive pas à surnager, ça n'arrive pas à passer le mur du son, dans la mesure où ce qui est le plus important aujourd'hui médiatiquement et ce qu'il relaie le plus sur les réseaux sociaux, c'est la question de la destitution et de la censure. C'est-à-dire des questions qui sont quand même, j'allais dire purement institutionnel, pas tout à fait, parce que ça lance quand même des dynamiques. Mais c'est vrai que c'est pas tellement en résonance avec la façon dont, lorsqu'on est de gauche, on envisage sa vie, on envisage la politique, on envisage la France, quoi. Oui, puis on n'y a pas de place tellement là-dedans. Je veux dire, nous, on va pas voter la censure, ni Pablo ni moi. Hein. Ni la destitution. Ni même vous d'ailleurs, enfin, sauf ceux qui sont députés qui nous regardent. Bah, voilà, non, mais c'est vrai. Donc, on est là, on est spectateur de tout ça. Et voilà, il y a quelque chose qui, on a l'impression on est banané dans nos combats et qu'en plus on ne demande pas grand-chose. Là, depuis, bon, c'est quand même une ambiance un peu morose, hein. Un peu. Mais dans cette ambiance, il y a le match de foot. Il y a le match de foot. Non, il y en a qui se sentent pousser des ailes, notamment au Parti Socialiste. Donc, ils multiplient les meetings, les raouts, les machins. Donc, comme je l'ai dit, il y avait Carole Delga il y a quelques jours. Hier, il y avait Karim Bouamrane. J'ai entendu aussi dans les prises de parole que dans pas longtemps, il va aussi y avoir Raphaël Glucksmann qui va aussi organiser son propre rassemblement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Alors, est-ce qu'ils essayent d'exister? Sûrement. Chacun lance son mouvement. Philippe Brun, qui est un député socialiste, il a lancé son mouvement. Karim Bouamrane, il lance son mouvement. Carole Delga, elle lance son mouvement. Raphaël Glucksmann, il est à la tête de son mouvement, il fait un rassemblement. Alors, vraiment, toute cette social-démocratie, parce que c'est quand même ça qui les réunit, voilà, est en train un peu de s'exciter, Est-ce qu'ils sont en train de s'ouvrir des perspectives pour l'avenir? C'est une vraie question, parce que pour l'instant, aux dernières élections, notamment présidentielles, celle qui a incarné ce parti, mais aussi ce courant social-démocrate, c'était Anne Hidalgo. Et on ne peut pas vraiment dire que ça a été couronné de succès. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, j'avoue que je suis très dubitatif quant à leur capacité à organiser un espace qui était un peu, laissé pour mort. Enfin, moi, je pensais que c'était fini, en fait, la social-démocratie, avec la proposition... Oui, je sais, mais c'était mon sentiment. C'est même pas que je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand je te dis que c'était fini, c'était en fait, au sortir du quinquennat de François Hollande, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Là, on a vu ce que c'était, la social-démocratie pervertie en social-libéralisme. Donc, il y a Jean-Luc Mélenchon qui fait une autre proposition. C'est celle-là qui va gagner, puis voilà. Puis basta, et puis il va y avoir Jean-Luc Mélenchon
Mélenchon et ce qu'il incarne, ce qu'il a porté notamment à la fin de ce quinquennat François Hollande et puis au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis, il y aura la droite en face et la gauche va se restructurer autour de ce pôle. Bon, force est de constater, comme l'a dit encore François Hollande ce matin dans une interview, que la prochaine présidentielle verrait s'affronter les deux gauches. C'est le titre de l'interview de François Hollande, donc c'est assez clair, il y a deux gauches. Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont irréconciliables? C'est une autre question. Il ne parle pas d'irréconciliable, François Hollande, dans son interview, mais il y a deux gauches qui sont en train d'essayer de se construire, de se jauger l'une l'autre. Moi, je pense que le projet aujourd'hui social-démocrate, il est quand même beaucoup plus flou et pas très vaillant sur ses bases et sur ses fondements, ni à l'endroit où il veut aller, ni de l'endroit d'où il parle. Je sais pas trop en fait ce qu'ils veulent raconter, parce que tout à l'heure j'ai fait la liste des gens qui étaient présents. C'est quand même un attelage qui reste très hétéroclite en vérité dans leurs aspirations, l'endroit d'où ils parlent, etc. Donc je vois pas trop ce que ça va donner, mais ils ont tous l'intuition qu'il y a un espace à remplir entre la proposition de gauche et la proposition de droite maintenant d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça va faire la rue Michel? Bon, pour l'instant, à part des grandes phrases un peu creuses, c'est pas encore très clair, mais c'est incarné. Et c'est incarné par notamment des députés européens, des députés et des élus locaux, notamment des maires et des présidents de région. Notamment une présidente de région. Et même un ancien président de la République. Et même un ancien président de la République, qui a été François pendant Hollande. 15 ans secrétaire du Parti Socialiste. Exactement. Donc, il a du poids, François Hollande. Hein. Je ne savais pas qu'il avait encore... Mais il n'arrête pas là, hein, franchement. C'est tous les jours un interview. Hein. Et pendant qu'il y avait le discours de Barnier, les plans de coupe de la télé, il y en avait souvent sur François Hollande, qui a été... il avait ce poids. Quand c'était pas sur Sophia Chikirou. Ou Marine Le Pen, les personnalités de l'hémicycle. François Hollande, d'ailleurs, se promène dans toutes ses réunions. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, tu sais, comme la cour du roi, où tu as tout le monde qui se promène, qui va partout. Puis c'est à peu près les mêmes. Hein. Il y avait les mêmes chez Bamrad. C'est ça, c'est tout le monde se promène un peu partout. Moi, je pense qu'évidemment, ils se promènent un peu partout, à la fois pour faire masse, pour faire puissance, et puis pour se marquer à la culotte les uns les autres, quoi, que personne ne puisse s'avancer trop et prendre l'ascendant dans ce qu'ils espèrent reconstituer comme courant. Moi, je crois qu'il n'y a pas qu'une gauche, je crois qu'il y a des gauches, et que le problème, c'est qu'on est confronté à une difficulté, c'est que s'il y a deux gauches qui s'affrontent à l'élection présidentielle, vraiment, je pense que nous ne serons pas au second tour et que on laissera quelqu'un de la droite face à quelqu'un de l'extrême droite. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment le choix que d'essayer de trouver un candidat. On a bien réussi à trouver une première ministre, que d'essayer de trouver un candidat qui puisse incarner, sans être le plus petit dénominateur commun, cette aspiration de la gauche à s'opposer au Front National et à faire avancer quelques objectifs qui nous unissent malgré tout. C'est-à-dire, je pense que l'écologie, c'est quand même un peu passé dans... Ça quand même être... il y a des désaccords sur les questions écologiques, c'est tout à fait évident, mais il y a quand même des possibilités de faire des choses ensemble. Et sur le social également, le social compris au sens large, y compris la démocratie, les libertés, etc. Donc je pense que c'est ça la difficulté. Mais tant qu'on ne résoudra pas cette question, de comment on fait exister, permettre si à toutes les élections, il y a candidature commune, à la présidentielle,
aux législatives un seul candidat au municipal, on fait une seule liste, et que à la présidentielle, législative, européenne, municipale, on fait tous ensemble une liste commune et éventuellement sénatoriale, on ne fait pas vivre cette diversité de la gauche. Or, c'est vrai que tout le monde ne pense pas la même chose à gauche et que ça serait bien que ça se développe, ça s'exprime et qu'en effet le point de vue que peut porter Carole Delga et François Hollande, c'est pas exactement le même que celui que porte François Ruffin, qui n'est pas exactement le même que celui que porte Jean-Luc Mélenchon, et que je pense que tout ce joli monde doit pouvoir creuser son sillon sans s'affronter, sans s'insulter, s'agonir à qui mieux. Et donc voilà, c'est ce problème de on n'a pas les moyens, on n'a pas la possibilité, notamment parce qu'il y a cette menace du Front National, de nous diviser tout le temps et en permanence, et de s'affronter, et en même temps il faut absolument trouver des espaces de respiration. Moi, je crois, et ça fait longtemps que je pense que la social-démocratie n'est pas morte. Je pense que elle a prouvé ce dont elle était capable en ce moment, c'est-à-dire quand elle a une pensée plate, atone, parce qu'en fait elle n'a pas su se reconstituer dans le cadre de la mondialisation et de la crise des États-nations. Là, ça c'est certain qu'elle ne sait pas comment se développer et faire une proposition intéressante. Mais elle le cherche et elle trouvera des bouts, et en Espagne ils font des choses, etc. Donc je veux dire, il n'y a pas de raison de penser que ça ne se reconstituera pas. Il y a deux pôles à gauche. Moi, ce que j'espère, c'est que le pôle qui est le plus rouge, le plus radical, celui qui envisage les choses avec, à mon avis, le plus d'ambition et de réalisme à la fois, parce qu'il faut être aujourd'hui, si on n'est pas ambitieux, on n'est pas très réaliste vu l'ampleur des problèmes. J'espère que c'est celui-là qui dominera, qui gagnera, et qui gagnera en conviction. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter d'être aussi clivants qu'ils le sont, enfin que se trouve la France insoumise, à mon avis aussi repliée que l'est le Parti communiste, que donc ces deux forces-là, elles ont quelque chose à dire à la gauche et au pays, et qu'il faut qu'ils trouvent les moyens de se faire entendre, et que les autres aussi. Enfin, voilà, moi ça me choque pas du tout qu'ils se réorganisent, et moi ce que j'attends, c'est qu'il y ait un peu plus que l'encéphalogramme plat, malheureusement, qui est celui qui a dominé du côté du Parti socialiste depuis quand même maintenant de longues années. Hein. Mais d'ailleurs, le Parti socialiste est un enjeu à l'intérieur de l'enjeu présidentiel. C'est-à-dire que là, les routes successifs, c'est aussi des pierres dans le jardin d'Olivier Faure. C'est clair. Et leur objectif, à tous, de Carole Delga à Karim Bouamrane, en passant par François Hollande, etc. Exactement, c'est de tourner la page d'Olivier Faure, dont je rappelle la promesse et la raison, notamment de sa réélection au dernier congrès, c'est le PS à sa place à gauche, dans la gauche au sens large. Et donc, les adhérents du Parti socialiste l'ont rendu d'un poil majoritaire pour faire en gros l'accord de la NUPES 2 qui est devenu l'accord du nouveau Front Populaire, même si à l'époque on n'en parlait pas, mais c'était ça sa mission. Et d'ailleurs il l'a brillamment rempli, puisqu'ils ont un groupe assez important à l'Assemblée nationale, hein, et l'accord a été fait. Si l'objectif des anti, on va dire, Olivier Faure du Parti socialiste, c'est de dire, nous on va vous proposer une autre perspective, et une perspective qui pourra être tout aussi victorieuse à toutes les élections, qu'elles soient législatives, municipales ou présidentielles, que celle qui est proposée par Olivier Faure, de se ranger, entre guillemets, ou de participer. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, participer à la gauche
dans son ensemble, faire partie de ce groupe gauche et se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est parfois synonyme. Donc, c'est là qu'est l'enjeu. Ça apparaît comme tel. Oui, exactement. mais c'est aussi parce qu'en fait, y a le discours politique d'Olivier Faure, il est faible. Enfin, je veux dire, il a une constance dans son positionnement, mais le contenu de ce qu'il a à dire est très faible. Donc, on verra les autres ce qu'ils sont capables de dire, parce que pour l'instant, la seule chose qui les différencie, c'est de dire qu'ils veulent... Ils ne veulent pas de Mélenchon. Alors, c'est plus compliqué que ça. Tu vois, par exemple, quand tu écoutes ce que dit... comment il s'appelle Raphaël Glucksmann. Non. Lui, au contraire, Karim Amman. Non, l'ancien président de la République. François Hollande. Quand tu écoutes François Hollande, précisément, lui, il dit non, mais la France insoumise fait partie de la gauche. Il sait très bien, François Hollande, qu'il n'y a pas de gauche aujourd'hui, de victoire possible pour la gauche sans la France insoumise. Donc lui, il prend garde de ne pas les exclure. Mais lui, il veut être devant. Quand il dit il y aura 2 candidats de gauche, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il peut être, enfin lui ou quelqu'un de sa bande là, qui peuvent être devant l'autre qui sera Jean-Luc Mélenchon, parce que là quand même ça commence à se préciser que Jean-Luc Mélenchon sera candidat. Donc je crois que ils sont pas tous totalement sur la même longueur d'onde, et pour ce qui concerne François Hollande, il ne met pas la gauche de gauche, parce qu'il est issu du Parti Socialiste et de sa tradition, d'une relation construite avec l'autre gauche qui existe et dont il connaît l'ancrage et la profondeur historique. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis, entre autres, de gagner en 2012. Hein. C'est quand il a dit « mon ennemi, c'est la finance » que là, tout le monde se dit « allez, banco, c'est parti, mon gars, on va aller voter pour lui ». Et puis surtout, même là, en 2022, enfin, je veux dire, en 2024, il devient député parce que des gens qui ont voté, qui votent normalement France Insoumise ont voté pour lui. Donc, il sait très bien qu'il n'y a pas de victoire sans cela. Mais l'enjeu pour lui, c'est de reprendre le leadership dans la gauche. C'est-à-dire que cette gauche de tradition réformiste, d'adaptation, de compromis, etc., que aucun de ces mots n'étant pour moi d'une insulte, c'est une réalité, une manière de prendre les choses que moi je ne crois pas pertinente, mais qui existe et qui a... Enfin, qui dit des choses intéressantes aussi, à laquelle moi je suis intéressée de me confronter à ce qu'ils disent. Je trouve que ça enrichit la réflexion et la compréhension du moment et la manière de le traiter. Lui, ce qu'il veut, c'est redevenir le premier. C'est ça qu'il dit, François Hollande. Il faut qu'on redevienne les premiers et qu'on ne soit pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Et moi, j'espère que, j'espère que la dynamique de la gauche, de gauche restera première, mais qu'elle ne sera pas un obstacle au rassemblement de toute la gauche, parce que c'est de ça dont il faut, enfin c'est ça qu'il faut absolument atteindre. Sans ça, il n'y a pas de retour possible. Donc, en gros, I have a dream, c'est qu'on ait une gauche de gauche qui soit, voilà, radicale, mais intelligente et rassembleuse, et donc première. Mais ça, c'est pas fait, quoi. Un dernier mot peut-être sur parce que ça va être important, notamment pour les gens autour de Karine Bambrane, Carole Delga, etc. C'est la recomposition du bloc macroniste. Parce que, évidemment, quand on entend aujourd'hui ce que racontent à la fois Gabriel Attal et Gérald Darmanin, bon, encore une fois, il y a des signaux qui sont un peu contradictoires, parce que à la fois, ils se disent antiracistes, ils tiennent genre à énormément de choses sur sociétales, etc. Et à la fois, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, non mais je sais, mais genre non mais quand tu dis, je me battrai jusqu'au bout pour que l'IVG ne soit pas remis en cause. Non mais stop quoi. Tu vois, je suis d'accord. N'importe quoi. C'est à la fois ridicule. C'est ridicule. Non, mais franchement, c'est ridicule. Tu vois, je veux dire, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et aucune gloire aux grandes victoires de Gabriel Attal. Jamais, je ne dis que c'était une gloire. En revanche, je vois très bien ce que lui envisage et ce que Gérald Darmanin envisage, c'est-à-dire de se dire, bon, là, il y a quand même une partie de la Macronie qui est en train de tirer vers la droite, vers l'extrême droite, hein, et je veux dire, cette alliance avec Bruno Retailleau et consorts en est le témoin le plus manifeste, et qui se disent, bon, bah, il y a peut-être un truc à reconsidérer de l'autre côté. Alors évidemment, ce qu'ils ont dit sur le budget, ça va pas tellement dans ce sens-là, parce qu'ils ont dit, ah non, mais si on veut pas un euro d'impôt en plus... Ils prennent Barnier par la droite. Oui, ils prennent Barnier par la droite, bon, j'avoue que c'est un peu incompréhensible. Mais
c'est là le chemin qu'ils espèrent tracer. Mais en tout cas, et tout à l'heure, tu as parlé d'Agnès Pannier-Runacher, qui, elle, continue de dire sur les plateaux qu'elle est de gauche, qu'elle est une femme de gauche. Et elle tient aussi à la justice sociale, etc., et fiscale, et blablabla. Elle veut marquer des limites. Elle veut pas que toute la Macronie s'embarque exactement. derrière Darmanin, par exemple. Et je pense que ça a aussi, n'en déplaise à certains à gauche qui voient dans le bloc, dans les électeurs d'Emmanuel Macron, un bloc bourgeois qui serait absolument inamovible et qui ne pourrait jamais voter à gauche. Il y en a d'autres, et notamment la moitié d'entre eux étaient des électeurs de François Hollande. Oui, voilà. Et donc, je pense que c'est aussi ce que vont aller chercher les Carole Delga, les Karim Bouamrane, et se dire, là, il y a un vivier de voix qui peut être intéressant si tant est qu'on arrive à proposer un projet qui soit digne de ce nom. Ce que n'a pas réussi à faire Anne Hidalgo en 2022. Et donc, Anne Hidalgo, je rappelle quand même que Emmanuel Macron, il a gagné l'élection présidentielle, donc il était en tête au premier tour de 2022, et que si j'imagine que c'est ça le calcul, c'est de récupérer une partie de ces plus de 20% de voix et de les mettre au crédit d'un Karim Bouamrane ou d'une Carole Delga, sans en faire des héritiers du macronisme, puisque Emmanuel Macron est complètement décrédibilisé. Là, sa cote d'impopularité atteint quand même des sommets. Ouais. Voilà. Mais il y a des gens à récupérer dans cet endroit-là. Ouais, mais tu sais, il y a ce débat, cette discussion qui est faite, enfin, cette opposition qui est faite à François Ruffin en lui disant on ne pourra pas récupérer les gens du RN sans s'affronter à eux sur le fond des conneries que raconte le RN, son explication du monde contre, en gros, les assistés et les immigrés, enfin, cette explication du monde-là, tu ne pourras pas contourner le truc. Si tu penses le contourner, tu n'y arriveras pas, enfin on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est l'opposition qui est souvent faite à François Ruffin, mais je pense que c'est la même et peut être faite à Carole Delga et toute leur bande. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la Macronie, c'est que ce n'est pas rien et que c'est quand même profondément l'idée qu'il faut aider les entreprises, qu'il faut faire baisser le taux de chômage, par exemple, leur idée de ce taux de chômage qu'il faut faire baisser, quitte à produire des emplois absolument dégueulasses, des emplois de services médiocres, déqualifiés, pas valorisés financièrement, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils le croient. Parce que je veux dire, c'est qu'il y a un désaccord avec la Macronie. Ceux qui ont voté Macron ne l'ont pas fait à l'insu de leur plein gré. Exactement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un glissement qui s'est fait. On en parle parce qu'on est en train de réfléchir à notre prochain numéro de Regard. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels la gauche a perdu beaucoup de sa capacité de conviction, c'est-à-dire qu'elle a perdu sur les questions de sécurité et de justice, dans lequel il y a vraiment une montée des aspirations formulées à davantage de sévérité, etc. Mettez-moi tout ce joli monde en prison et tout ça. Donc ça, c'est quand même un point de vue qui se tend à se développer, de sévérité et de police et de justice, qui tape les gens. Ça, c'est un premier point sur lequel la gauche a reculé. Et le deuxième point sur lequel la gauche a reculé, c'est qu'en fait, c'est le succès de quelques-uns qui dynamise les sociétés, que c'est comme ça qu'on avance, et que c'est ça qui fait du bien, et que l'idéologie de la Startup Nation, elle a vraiment... les gens y ont cru, ce qu'il fallait, c'était libérer les énergies, les je sais pas quoi. Tu vois, c'est ça que la Macronie a rassemblé, et c'est quand même des idées. C'est sur cette base-là, tu fais pas grand-chose d'intéressant et de progressiste. Mais alors moi, ma question, c'est les gens qui ont voté pour ça en 2017. Est-ce que ensuite ils ont été déçus
que ça n'ait pas marché, ou est-ce qu'ils ont compris qu'en fait, ce projet qui était porté par Emmanuel Macron, c'était un projet de droite qui était en train de tirer vers l'extrême droite. Et c'est pas la même chose, parce que du coup, ils peuvent se dire, ceux qui ont voté en 2007 Emmanuel Macron, ils disent, bon écoute, on a testé ce truc de pro-business autoritaire, ça ne marche pas, donc du coup, il faut retourner vers les propositions de gauche, tu vois, enfin, et de dire, en fait, c'est ça qui structure notre pays. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que pour l'instant, l'idée que Macron, c'est pas du tout le Mozart de la finance et qu'il nous laisse dans une merde pas possible, aussi bien au plan politique qu'au plan économique. Je pense que ça, c'est avéré. Hein, il nous fout dans une merde politique invraisemblable et en plus, il nous laisse un déficit abyssal dans les finances publiques, dans les comptes des commerces extérieurs, etc. Donc ça, je pense que vraiment le crédit du génie économique de Macron est atteint, mais par contre, je ne crois pas que nous ayons produit véritablement une matière alternative. C'est-à-dire, c'est quoi l'autre manière de faire société, de dynamiser la société, de faire que on refasse nation et qu'on avance. Franchement, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, je pense qu'on a des partis qui sont trop faibles et qu'on a une société qui invente des choses, mais qui ne font pas projet et qui ne sont pas portées. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de récupérer les macronistes perdus dans leurs illusions de start-up nation et je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas l'alternative. C'est pareil. Hein, tous ceux qui pensent que Mélenchon il fait chier, qu'ils fassent mieux. Enfin, je veux dire, il faut faire mieux. Donc, il faut être meilleur que Macron. Il faut être meilleur que Mélenchon, il faut être meilleur que Marine Le Pen. Évidemment, tout ça n'étant pas équivalent, hein, quand je dis meilleur, évidemment que je ne mets pas toutes ces personnes à égalité. Mais ce que je veux dire, c'est que pour être une alternative à Macron, il faut être capable de proposer une façon de dynamiser la société française, ce qu'il avait raconté de façon un peu... Enfin, c'est un boursouflé ce type, mais il faut raconter mieux, quoi. Il faut convaincre, tu vois, et il faut être capable et là, je trouve qu'on n'est pas convaincant. Et ben, sur ce, au boulot. On est habillé pour l'hiver. Hein. Voilà, on a de quoi faire pendant l'hiver, hein, enfin, qui arrive à grands pas. Salut. À la semaine prochaine, ciao, ciao.